La Cour de compte passe à la vitesse supérieure en dénonçant à haute voix des cas de gestion des faits dans certaines institutions publiques et promet de réprimer toute manipulation irrégulière des deniers publics. Ces constats résultent de l'évaluation de la situation en matière de redevabilité et de contrôle déjà engagés. Sous le leadership éclairé de Bernard Kabessé Moussangou, directeur général des douanes et accises, les cadres et agents de la DGDA Lualaba et Olomami viennent d'être formés au programme du projet opérateur économique agréé. La mise à niveau à ce concept permet aux gabelous de cette jeune province douanière de mieux sécuriser les flux commerciaux internationaux, faciliter et accélérer les commerces légitimes. Le développement de ces titres et tant d'autres dans ces numéros de votre magazine Fiscalité et Développement dans une présentation signée Didi Mavambu Nombo Lopepe. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à ce nouveau numéro de Fiscalité et Développement, magazine hebdomadaire d'information économico-financière et questions de développement en République démocratique du Congo. La Cour des comptes dénonce des cas de gestion des faits dans certaines institutions publiques et promet de réprimer toute manipulation irrégulière des deniers publics. Cet organe supérieur de contrôle de gestion de fonds publics a fait un état de lieu de la situation en matière de redevabilité et présenté les premières constatations issues de contrôles déjà engagés. C'était au cours d'un point de presse organisé le mercredi 13 mai 2026 au siège de cette institution. La Cour des comptes ne lâchera rien. Elle ne laissera jamais impunis les infractions liées à la gestion des faits, c'est-à-dire la manipulation des deniers publics en dehors des règles légales et des procédures de la comptabilité publique, et celles relatives aux fautes de gestion concernant les devoirs de redevabilité pour les responsables de certaines institutions publiques, y compris les ordonnateurs et comptables publics. Lors d'un point de presse, le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Mungangangwaka, et le procureur général près la Cour des comptes, Guy Chipata Mulumba, ont tapé du poing sur la table pour dénoncer à haute voix certaines irrégularités et indisciplines financières. Après un trimestre de gestion budgétaire, il était temps à l'organe supérieur de contrôle de gestion des deniers publics de faire un état de lieu de la situation en matière de redevabilité et de présenter les premiers constats issus de contrôles déjà engagés sur la redevabilité du gouvernement central et du gouvernement provincial. Lorsque le gouvernement dépose le projet de loi portant réduction de comptes le 15 juin, le législateur dit que ce projet de loi portant réduction de comptes doit être accompagné du rapport de la Cour des comptes sur la réduction de comptes. Ce qui veut dire que dans cette hypothèse-là, le gouvernement doit avoir déjà déposé ce document-là à la Cour des comptes pour que le 15 juin, le gouvernement soit en mesure de déposer à l'Assemblée nationale et le projet de loi portant réduction de comptes et le rapport de la Cour des comptes. Je peux déjà vous dire que ça ne sera pas possible. Parce que nous n'avons pas encore reçu ce document-là. Et il ne reste que moins d'un mois. Et ce contrôle-là, nous ne pouvons pas le faire à l'espace d'un mois. Les provinces ont aussi l'obligation de déposer leur projet dédié portant à réduction de comptes. Mais là, je dois souligner que il y a des provinces qui ont déjà déposé. Il faut vraiment reconnaître que les provinces apprennent à respecter la loi. Beaucoup de provinces ont déjà déposé leur projet dédié portant à réduction de comptes. Mais le gouvernement du pouvoir central ne l'a pas encore fait, mais il est encore dans les délais. Sur la redevabilité des ministres des Finances et du Budget, les deux ministres sont des acteurs particulièrement importants dans l'exécution du budget du pouvoir central.
À ce titre, ils sont appelés à travailler en harmonie, notamment à travers le plan de trésorerie établi par le premier, donc le ministre des Finances, et le plan d'engagement budgétaire mis en place par le ministre du Budget. Nous sommes aujourd'hui au mois de mai. Donc, au plus tard le 30 juin, nous, là, à la Cour des comptes, on attendait que le gouvernement nous transmette les statistiques sur l'exécution du budget en recettes comme en dépenses du trimestre précédent, donc le premier trimestre. Ça doit se faire comme ça pendant toute l'année. Mais la Cour vous informe ici que nous n'avons pas reçu de la part du gouvernement cette transmission-là. Nous n'avons jamais reçu cette transmission-là. Sur la redevabilité des responsables des régies financières, la Cour des comptes constate avec satisfaction que les régies financières se sont globalement alignées sur les exigences légales relatives à la transmission des situations générales des recettes. La Cour encourage cette dynamique de conformité. Mais il y a une situation, nous demandons encore aux régies financières de fournir un effort. Parce que lorsque vous examinez le projet de loi portant la reddition de comptes, vous verrez que chaque année, la reddition de comptes renseigne des restes à recouvrer par les régies financières. Donc, l'année passée, nous, on avait fait la reddition de comptes de l'exercice 2024. Lors de ce contrôle-là, il y avait des restes à recouvrer de 2024 qui devaient être, excusez-moi la répétition, qui devaient être recouvrés en 2025. Et dans la loi portant la reddition de comptes, c'est dit qu'il y a des restes à recouvrer au niveau des régies financières. Ces restes, même lorsque vous lisez la circulaire sur l'exécution du budget, on en fait une obligation pour les régies financières. On leur dit, vous devez recouvrer ces restes-là. Alors, bientôt là, nous allons faire la reddition de comptes de l'exercice 2025. Donc, lors de ce contrôle-là, nous, la Cour des comptes, nous devons nous rassurer que les régies financières sont arrivées à recouvrer tout ce qui ne l'était pas en 2024. Sur la redevabilité des comptables publics, c'est à ce niveau-là qu'il y a des problèmes. C'est à ce niveau-là que le pays est pillé. C'est à ce niveau-là que le pays est mis à genoux. Et je peux vous promettre que nous allons arrêter ça. Sinon, nous allons sensiblement réduire, n'est-ce pas, le banditisme qui a lieu au niveau de comptabilité publique ou de la comptabilité publique. Au niveau de chaque ministère ou chaque institution, ou pour chaque institution ou chaque ministère, il y a un compte qu'on appelle un compte dédié à la Banque centrale. Nous avons aussi ce compte-là. Donc, toutes les fois que les ordonnateurs engagent le budget liquide, les finances ordonnances, la Banque centrale paye. À partir de nos pays, lors de paiements informatisés, émis par le ministre des Finances, le compte général du Trésor crédite le compte dédié du ministère concerné ou de l'institution concernée. Alors, donc il y a une décision du ministre des Finances qui
qui oblige toutes les institutions, tous les ministères, d'ouvrir un compte dédié à la Banque centrale. C'est déjà fait. Donc, le compte général du Trésor crédite ce compte-là. Donc, en principe, le compte général du Trésor ne peut pas créditer directement le compte comptable. Le compte général du Trésor crédite le compte dédié. Et lorsque l'argent arrive dans le compte dédié, ce compte ne peut être mouvementé que par l'ordonnateur et le comptable public. Les deux signent. De son côté, le procureur général près la Cour des comptes, Guy Chipata Mulumba, a fustigé le fait de voir certains ordonnateurs se substituer au comptable public. Lorsque l'ordonnateur, qui qu'il soit, responsable d'une institution ou ministère, lorsqu'il se substitue au comptable, donc c'est à lui que revient l'obligation de rendre compte des fonds manipulés. C'est comme ça, lorsque la Cour des comptes tombe sur ce genre de cas, la Cour déclare d'abord cet ordonnateur gestionnaire de fait, comptable de fait, et il le condamne à une amende au prorata des fonds manipulés. Répondant à une question relative à la manipulation de la Cour des comptes par certaines provinces et personnalités politiques, la réponse du Premier président est claire. Ici à la Cour, nous travaillons de façon professionnelle, de façon indépendante et de façon objective. On ne nous corrompt pas à la Cour des comptes. Madame, si vous connaissez quelqu'un qui a déjà fait un deal avec le président de la Cour des comptes, non, il peut passer à la télé et dénoncer cela. Si vous connaissez quelqu'un, ça fait bientôt 4 ans depuis sur la tête de la Cour des comptes, qui m'a déjà fait un cadeau, qui m'a déjà donné l'argent, si vous le connaissez, recevez-le à la télé. On ne nous corrompt pas, on ne nous intimide pas, on ne nous influence pas, on ne nous utilise pas pour régler des comptes aux gens. Non, ça n'existe pas ici, madame. Si vous avez appris ces choses-là ailleurs, je ne sais pas où, ici à la Cour des comptes, ces choses n'ont pas lieu. Plusieurs cas présumés de gestion de faits sont déjà saisis par la Cour des comptes, mettant notamment en cause les gouverneurs du Maniema, du Sud-Ubangi et du Congo central. D'autres dénonciations mettant en cause certains ministres et gouverneurs de province sont présentement en examen au parquet général et au siège de la Cour des comptes. Cette dernière réaffirme son engagement à contribuer efficacement à la consolidation de l'état des droits financiers, à la moralisation de la gestion publique, ainsi qu'à la lutte contre l'impunité financière. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Depuis plusieurs mois, une campagne médiatique diabolique tente d'associer le directeur général de Douanes et Axis DGDA, Bernard Kabese Moussangou, à un prétendu détournement de 61 millions de dollars dans le dossier dit American Fresh Food. Pourtant, aucun document officiel, aucune décision judiciaire, ni aucun rapport public crédible, d'après des sources proches de la DGDA, ne démontre que cette somme aurait été effectivement payée ou détournée. Cette accusation repose essentiellement sur des affirmations relayées dans certains réseaux sociaux et médias à sensation, sans preuve vérifiable ni base comptable connue. Le point fondamental volontairement ignoré dans cette affaire est simple: la société American Fresh Food
n'aurait jamais versé le fameux 61 millions de dollars évoqués dans les accusations. Alors, comment peut-on parler d'un détournement d'un montant qui n'a jamais été encaissé? Car en matière de gestion publique et de finances douanières, un détournement suppose l'existence d'un paiement réel, la traçabilité comptable, la sortie frauduleuse de fonds et les preuves bancaires ou administratives. Or, jusqu'à ce jour, d'après des sources proches de la douane congolaise, aucun élément public ne demande qu'American Fresh Food ait payé cette somme à la DGDA. Les cadres et agents de la DGDA Lualaba et Olomami ont été formés au programme du projet opérateur économique agréé du 12 au 15 mai courant. La mise à niveau à ces concepts opérateurs économiques agréés a été assurée par une équipe dépêchée à Kolwezi par la Direction générale des douanes et accises, conduite par le sous-directeur Juliette Chiyoele. Lambert Yoma Ramazani nous fait le point. Cette session de formation axée sur le programme nommé Opérateur économique agréé est diligentée par la Direction générale de douane et accises vers les différentes directions provinciales de l'administration douanière. L'étape de Kolwezi, lancée le 12 mai de l'année en cours, a concerné en premier lieu les douaniers, mais pas que. Cette session de formation concerne 3 populations cibles. La première, ce sont les cadres et agents de la DGDA. La deuxième cible, ce sont les opérateurs économiques. Et la troisième concerne les agents et cadres de services publics. Prenant la parole pour son nom des circonstances, le directeur provincial de la DGDA Lualaba Olomami a mis en exergue toute l'importance que le directeur général attache à promouvoir autant de facilitation pour une douane d'excellence. À l'ère actuelle, toutes les douanes au monde marchent au rythme de la facilitation des échanges commerciaux. Et avec cette facilitation, nous constatons une évolution intense de la procédure douanière depuis la déclaration manuelle de notre pays. Et aujourd'hui, nous avons la déclaration informatique. Et pour faciliter, on doit recourir à la réglementation. C'est ainsi qu'il y a des dispositions qui sont mises en place dans le cadre de simplifier les opérations douanières à l'importation comme à l'exportation. Je voudrais inviter le cadre et agent à bien suivre les formateurs. Parce que plus on est formé, plus on va bien mobiliser les recettes qui constituent notre mission essentielle. Cela étant, je déclare commencer cette session de formation sur le programme opérateur économique agréé. Je vous remercie. À la tête de cette équipe venue de Kinshasa, le sous-directeur Chiyoele Juliette s'est chargé du premier module dédié aux douaniers et axé sur la réglementation du programme d'opérateurs économiques agréés. Plus qu'elle l'a fait ici lors de la vulgarisation de ce programme l'année dernière. Nous allons voir les objectifs du module, pourquoi notre présence passe devant vous. Nous allons voir les cadres juridiques et certains éléments de définition, parce que tout ce que nous devons apporter comme réforme ou innovation doit avoir des assises juridiques. Nous allons voir dans le cadre de cet échange les différents types de certificats OEA ainsi que leurs critères d'éligibilité. Nous allons comprendre pourquoi il y a la démarche OEA et qui peut en être bénéficiaire, qui peut prétendre bénéficier des statuts d'opérateur économique agréé. L'oratrice a pendant 4 jours dispensé le fond de la réforme qu'engage la douane congolaise et ce, au diapason de l'Organisation mondiale de douane. Un programme qui, in fine, vise un partenariat de confiance accrue entre l'administration douanière et l'OEA.
L'opérateur économique agréé jouit ainsi d'un statut de privilège, lui attribuant des facilités loin du contrôle ordinaire au profit de la rapidité dans ses transactions. On ne contrôle pas un lauréat comme monsieur tout le monde. Il y a un contrôle minimum, on regarde les informations essentielles et on laisse passer, quitte à continuer avec d'autres contrôles, notamment le contrôle a posteriori. D'ailleurs, c'est dans ce cadre de ce contrôle que nous avons beaucoup de contentieux. Je ne sais pas si vous êtes dans l'opérationnel, combien de PV vous faites à chaud. Pendant 4 jours, la formation a aussi occasionné plutôt des échanges fructueux. Connu pour son humilité dans la transmission des matières, le sous-directeur Thiolé est aussi très efficace dans l'atteinte des résultats. S'adressant à ses confrères, à ses consoeurs, Madame Jus, comme l'appellent les intimes, n'a pas manqué d'inviter les douaniers au changement de mentalité, comme le veut la haute hiérarchie. Sans l'homme, sans le patriotisme, ce programme, comme tous les autres, ne saurait produire du fruit. Vendredi 15 mai, au dernier jour de formation pour les douaniers, le DP Narcisse Pambou a encore une fois appelé cadres et agents présents à cette session de formation sur l'OEA à plus d'abnégation tout en les remerciant pour ces 4 jours d'application et pour l'intérêt qu'ils ont pu accorder à cette initiative du DG. La semaine prochaine verra successivement les opérateurs économiques, les auxiliaires de douane ainsi que les services étatiques dans cette salle de Campi à Boma à Colosi pour leur tour de formation au programme d'opérateurs économiques agréés. Ce sera avant la clôture solennelle en fin de semaine prochaine. Un communiqué conjoint des gérants du secrétariat général à la chancellerie des ordres nationaux, il porte sur l'obligation de disposer de la nouvelle effigie du président de la République. La lecture est faite par Céline Boumba Angelani Lagrasse. Le secrétariat général de la chancellerie des ordres nationaux et la direction générale de recettes administratives judiciaires domaniales et des participations des Gérades en sigle rappellent à tous les responsables de services publics et para-étatiques et aux entreprises publiques et privées à travers leurs corporations respectives l'obligation de disposer de la nouvelle effigie de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et grand chancelier des ordres nationaux dans les différents offices de leurs entités respectives. Ainsi, il est demandé à ceux qui ne sont pas en règle vis-à-vis de cette obligation de contacter les services du secrétariat général à la chancellerie des ordres nationaux pour les formalités en vue d'acquisition au plus tard le 30 juin 2026. À partir du 1er juillet 2026, les services attitrés passeront vérifier la présence de l'effigie précitée dans les différents services et entreprises. Passé ces délais, les défaillants s'exposeront à toutes les mesures en l'espèce. Communiqué signé conjointement le directeur général de la DGRAD, Étienne Outoudi Loutoula, le secrétaire général à la chancellerie des ordres nationaux, Montanda Bassoussou Jean, général des brigades. L'argentier national congolais Doudou Fouambali Koundeli Botaye a été auditionné par la Chambre haute du Parlement le jeudi 14 mai 2026 à la suite d'une question orale avec débat lui adressée depuis le 11 mai dernier par les sénateurs Célestin Vunabandi Kanyamiigo. Les échanges ont porté sur plusieurs dossiers, notamment la rétrocession des recettes aux provinces, l'opérationnalisation de la Caisse nationale des péréquations, les niveaux actuels de la dette extérieure ainsi que la gestion de biens aérianisés. On écoute quelques éléments de réponse apportés par le ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundeli Botaye, dans cet extrait que nous propose Priska Sekanaloutété. Il subsiste une question fondamentale. L'article 175 de notre Constitution prévoit que 40% des recettes mobilisées en province doivent être retenues à la source. Et c'est là la grande préoccupation des représentants des provinces que vous êtes. Et depuis des années, vous militez pour que les 40% soient retenus à la source. Mais alors, cette Constitution a été votée en 2006. Combien de gouvernements ont fait retenir 40% à la source?
Est-ce que ce gouvernement refuse de les faire ou les gouvernements font face à une réalité juridique tout autre? Depuis juin, nous avons rétribué et payé les rétrocessions des assemblées provinciales pour les mois de juin 2024, juillet 2024, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024. Janvier 2025 a été payé. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Nous avons payé les mois de décembre 2025. Et donc, nous n'avons pas payé que 3 mois de rétrocession des assemblées provinciales au moins pour l'exercice 2025. Cela est 2025. Cela est expliqué par un fait simple. Comme je vous l'ai dit, le gouvernement qui nous a précédés avait laissé une grande ardoise des arriérés des rétrocessions des assemblées provinciales. Pour raison de paix et de solidarité, le gouvernement a payé 2 mois d'arriérés de la législature 2018-2023. Ce qui fait que dans la même année, nous avons payé à la fois 2 mois de la législature 2018-2023, ce qui nous a mis en difficulté pour payer les rétrocessions pour la même année pour la législature en cours. Et cela a été aussi dicté par les contextes sécuritaires de notre pays. Parfois, lorsque nous entendons nous-mêmes nous parler entre Congolais, l'impression parfois est que nous sommes dans une situation normale. Nous ne sommes pas dans une situation normale. Nous sommes un pays en guerre, dont 30 à 35% de nos recettes sont dédiées à la sécurité nationale. Et dans ce contexte, il y a un effet d'éviction qui se crée logiquement sur les autres dépenses de l'État, y compris celles des rémunérations. Qu'est-ce que votre gouvernement a pris comme disposition? Nous venons de payer pour les débits de cette année la rétrocession des provinces du mois de janvier et de février pour les assemblées provinciales. Et nous nous engageons à payer les mois de mars et avril au même moment. Donc, j'ai tenu à apporter ces précisions pour que les efforts du gouvernement soient notés. Parce que l'image qui est renvoyée est que nos provinces sont abandonnées. Et nous entendons cela pour la plupart des cas. Nos provinces éprouvent des difficultés. Nos provinces ne sont pas abandonnées. Si nos provinces étaient abandonnées, pourquoi alors Kinshasa aurait réussi depuis notre investiture par l'Assemblée nationale plus de 400 millions d'investissements? Pourquoi alors la province de la Tchoko aurait réussi des investissements? Pourquoi alors la province d'Ibazouélé? Pourquoi les Hautes-Ouélé? Pourquoi les Kasaï centrales? Pourquoi les Kasaï orientales? Pourquoi les Bandundu? Pourquoi la ville de Kikwit? Pourquoi Mbandaka? Pourquoi Gemena? Pourquoi Bouende? La liste, elle est longue. Votre gouvernement n'a pas abandonné ces provinces. Votre gouvernement a fait les efforts dans un contexte de guerre particulier. Et ces efforts doivent être salués et je vous prie de les saluer. Parce que ce dont nous faisons face, ce n'est pas une petite guerre entre des agresseurs moins connus, c'est une agression que nous subissons depuis 2 ans, avec des de nos grandes provinces amputées, des recettes publiques mobilisées dans ces provinces qui ne nous arrivent pas, mais avec résilience. Nous avons tenu sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a relevé ces défis de la gouvernance
de nos provinces. Séance de travail le mardi 12 mai 2026 entre le vice-premier ministre du budget Adolphe Muzito Fumuchi et le ministre de l'Emploi et du Travail Ferdinand Massamba Wa Massamba. Elle a porté essentiellement sur le dossier relatif au paiement des décomptes finaux des ex-travailleurs de la Générale des Carrières et des Mines Gécamines. Les explications de nos confrères de la cellule de communication du ministère du Budget. Fidèle à la vision du président de la République, le vice-premier ministre, ministre du Budget, Adolphe Muzito Fumuchi, a reçu en audience ce mardi le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba Wa Massamba, dans le cadre de la collaboration interministérielle au sein du gouvernement autour de la problématique de la prise en charge des décomptes finaux des ex-travailleurs de la Gécamine. Cette rencontre s'inscrit dans le prolongement des orientations données par la première ministre Judith Suminwa Tuluka en vue d'examiner les voies et moyens susceptibles d'apporter une réponse progressive à cette question sociale majeure. À l'issue des échanges, le ministre Ferdinand Massamba a salué l'ouverture et la disponibilité du vice-premier ministre en charge du budget, précisant que les discussions ont porté exclusivement sur le dossier du paiement des décomptes finaux, des indemnités de sortie ainsi que d'autres avantages sociaux dus aux anciens travailleurs de la Gécamine. Selon le ministre de l'Emploi et du Travail, plus de 10 500 ex-travailleurs demeurent à ce jour dans l'attente du règlement de leurs droits sociaux, une situation qui affecte également leurs conjoints, enfants et autres dépendants, soit plus de 50 000 personnes concernées. Le membre du gouvernement a également relevé que le vice-premier ministre du budget s'est engagé à examiner la faisabilité financière de ce dossier et à faire rapport à la hiérarchie, notamment à la première ministre Judith Suminwa Tuluka, sur les mécanismes envisageables pour amorcer cette procédure. Vraiment, nous avons bien échangé parce que c'est une recommandation du gouvernement. Son Excellence, Madame la Première ministre, m'avait recommandé de s'approcher auprès du VPM pour discuter, voir dans quelle mesure on peut arriver à payer dans quelques tranches les comptes finaux de ces travailleurs qui sont en train de souffrir, les autres sont déjà décédés. Si nous prenons 10 550 travailleurs avec les époux, les épouses, leurs dépendants, c'est plus de 50 000 personnes qui sont en détresse. Voilà que nous avons bien échangé. Il a promis d'examiner la faisabilité et aussi faire rapport à la hiérarchie, comment est-ce qu'ils vont entamer. Au-delà de l'enjeu budgétaire, Ferdinand Massamba a replacé cette démarche dans la vision sociale portée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rappelant que le principe du peuple d'abord se traduit par des actions concrètes en faveur des citoyens, particulièrement d'anciens travailleurs ayant consacré plusieurs années de service à la nation. Les directeurs généraux du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Hervé Claude Ntumba Batukonke, a séjourné il y a peu dans le Haut-Katanga. À la tête d'une importante délégation, le numéro 1 du FPI est allé en mission d'évaluation de la viabilité, de la rentabilité et de l'impact socio-économique des projets financés par son institution dans cette partie de la République. Plus de détails dans cette page magazine signée celui de communication du FPI. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Une délégation du Fonds de promotion de l'industrie conduite par son directeur général, Hervé Claude Batukonke, s'est rendue récemment dans le Haut-Katanga pour évaluer la viabilité, la rentabilité et l'impact socio-économique de projets financés dans cette province. Première étape, visite du groupe Mining Engineering Services, financé par le FPI. Ce consortium comprend Mining Engineering Services, spécialisé dans la construction des sites et la fourniture de certains intrants miniers. D'autres filiales du groupe sont Anados, qui produit des plaques métalliques,
Congo Cable Transformers, qui fabrique des câbles électriques des moyennes et hautes tensions et des câbles Internet. Congo Piping, qui fabrique des matériaux de construction. Orivin, qui produit des boissons sucrées et l'eau minérale, ainsi que Runboy, spécialisé dans la fabrication des détergents. Le 7e projet, Star Label, qui produit des emballages, est basé à Kinshasa. Tous les articles produits par le groupe sont certifiés ISO. La RDC, qui importait tout hier, exporte certains produits aujourd'hui. Ce changement de paradigme a un impact positif sur la balance commerciale du pays. Ces projets sont réalisés grâce au financement du FPI. Le groupe a déjà remboursé 56% des crédits contractés auprès du FPI et sollicite un financement complémentaire pour étendre ses opérations. Une requête que le DG a confiée aux analystes de projet pour un examen minutieux avant toute décision. Je suis très ravi de cette visite au niveau des Mining Engineering Services, la compagnie MS. Ce qui est réalisé ici, je vois qu'il y a une très bonne collaboration. Et cette collaboration va nous permettre à ce que nous puissions continuer à soutenir ce que MS est en train de faire. Nous constatons qu'il y a vraiment des incidents socio-économiques de cette zone. Et le développement de ce qui est fait ici, voilà pourquoi nous parlons industrialisation au niveau de notre pays. Quand je vois des gens comme des dames comme ça qui ont fait l'université et qui viennent travailler ici dans un département conduit rien que par des femmes, moi ça ne fait que m'encourager parce que j'ai toujours voulu que les femmes congolaises puissent être valorisées. Grâce à cette compagnie, la RDC est en train de bouger vers l'exportation. D'ailleurs, ça c'est la vision même du chef de l'État qui veut que nous puissions transformer et aussi exporter. Ça permet à ce que nous puissions avoir une balance commerciale équilibrée. Les fonds de promotion de l'industrie vont continuer à soutenir les efforts de cette compagnie. Depuis son installation, il y a 5 ans, MES a créé 1566 emplois directs et indirects. À ce sujet, Hervé-Claude Bato-Conké insiste sur les conditions de travail avec des emplois décents pour les Congolais. Il a en outre exhorté la compagnie à payer la taxe de promotion de l'industrie et autres charges fiscales. Les deux parties étant satisfaites de leur partenariat, Mining Engineering Services a offert un présent d'une œuvre d'art au DG pour son soutien sans faille à l'industrialisation du pays. Hervé-Claude Bato-Conké a apprécié ce geste car il ne reçoit jamais un cadeau et a une valeur supérieure à $50 américains. Ses convictions morales le mettent à l'abri de toute complaisance dans le traitement des dossiers, raison pour laquelle il s'est assigné une telle exigence éthique. Le DG a aussi évalué le projet Prémidis qui fabrique des boissons sucrées gazeuses et des produits cosmétiques. L'usine Suista en pleine implantation, la société Bag & Sac qui produit des emballages miniers et des ciments, la compagnie Stelco qui produit des lingots d'étain, des barres de fer et des tôles a également été visitée. Hervé-Claude Bato-Conké soutient ces industries et met l'accent sur le remboursement des crédits conformément aux échéances convenues. Le paiement de la taxe de la promotion de l'industrie est aussi non négociable pour lui. À l'étape d'Elikassi, la délégation du FPI a visité les installations de la Société ferroviaire du Congo qui fabrique des traverses en béton pour le chemin de fer et autres matériaux de construction. Cette société sollicite un financement du FPI tel que le dit son PCA, Pierre Kaboussongi. L'FPI a une grande mission et c'est extrêmement important qu'ils viennent visiter cette nouvelle société que nous avons créée pour nous encourager et pour nous aider, pour nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire. Cette usine a été financée par nos partenaires. Il n'y a pas que seulement cette usine, parce que quand on a conçu cette usine, c'est pour le corridor de Lobito. Nous avons un autre corridor très important, c'est le corridor de Banana. Nous allons construire une autre usine pour soutenir ces projets. Nous allons nous tourner vers la République, qui est représentée par le FPI, pour nous aider à soutenir ces projets. L'initiative de la Société ferroviaire du Congo est intéressante, d'où cette réaction du DG du FPI. Pour nous, c'est une fierté d'être ici à Likassi pour constater ce que la Société ferroviaire Congo est en train de faire. C'est un projet important pour la République démocratique du Congo. L'industrialisation du Congo est en train de prendre des places petit à petit. Et avec l'appui des FPI,
Nous allons y arriver. En passant, je voudrais dire que ça, c'est une compagnie congolaise. Demain, vous allez les constater, ce qui va être fait, collaboration avec la SNCC et les projets Lobito est en train de prendre forme. Toujours à Likasi, le DG Bateau Conquet a visité 2 jolis bâtiments acquis en dation par le Fonds de promotion de l'industrie. Au cours d'une rencontre avec Martin Kazimbe, gouverneur du Haut-Katanga, le DG du FPI a sollicité le concours de ces derniers pour propulser les entreprises tout en collectant efficacement la taxe de promotion de l'industrie auprès des assujettis. Fidèle à ses principes des rigueurs, des disciplines, des ponctualités et des gestions des proximités, Hervé Claude Bateau Conquet a conféré avec le personnel local. Le DG s'est présenté un jour à 7h au siège du FPI Lubumbashi pour communier avec les travailleurs. Un geste qui traduit son attitude à Kinshasa comme en province. Il s'affiche comme un manager de toutes les entités et non un chef qui dirige à partir de la capitale. Toutes les questions lui ont été posées. Certaines ont trouvé immédiatement des réponses, tandis que d'autres seront examinées de fond en comble. Avant de boucler sa mission à Lubumbashi, Hervé Claude Bateau Conquet est descendu sur le site de Manoa, dédié à la construction des maisons des travailleurs. Pour éviter toute tentative de spoliation et sécuriser ce site, le DG a pris des mesures idoines. L'intendance générale de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation à l'université de Kinshasa a fait l'objet d'une visite d'inspection du directeur général adjoint du FPI, Blaise Mastaki Birindwa. Cette descente s'inscrit dans le cadre de l'évaluation du projet de relance destiné à moderniser les capacités opérationnelles de cette structure chargée de l'appui logistique, technique et infrastructurel des établissements publics du secteur de l'ESU en République démocratique du Congo. Les détails dans ces reportages réalisés par la cellule de communication de cet établissement public. Le directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie, Blaise Mastaki Birindwa, a effectué une mission d'inspection au sein de l'intendance générale de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, située à l'université de Kinshasa. Au cours de cette descente, la délégation du FPI a visité plusieurs ateliers techniques et espaces de maintenance. Sur place, le constat est préoccupant. Des équipements anciens, des infrastructures vieillissantes, mais un personnel technique qui continue d'assurer le fonctionnement des installations grâce à son expérience et son savoir-faire. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'évaluation d'un projet de relance destiné à moderniser les capacités opérationnelles des LIG, structures chargées de l'appui logistique, technique et infrastructurel des établissements publics de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. Selon l'intendante générale de cette structure, Marie-Line Loufouabinda, le manque de modernisation limite aujourd'hui les capacités d'intervention et la qualité des services rendus aux universités et instituts supérieurs publics. Nous sommes allés vers le FPI parce que nous savons ce que le FPI est et ce qu'il fait surtout. Donc de la part du FPI, on attend vraiment un support, un soutien pour nous aider et nous permettre à faire réellement cette relance. Une fois qu'on a mis en marche ces ateliers, la relance est faite, le départ est fait et vous rendez le sourire à tous ces parents qui sont là, que vous avez rencontrés, à toutes ces personnes qui comptent réellement sur l'intendance, qui ont passé leur vie, qui ont donné de leur temps. Et voilà quoi, on ne voudrait pas dire qu'ils voudront partir, mais ils devront partir avec un sourire. On attend ce sourire-là et on sait qu'avec le FPI, on l'aura. Le projet présenté au Fonds de promotion de l'industrie prévoit notamment la réhabilitation des ateliers et infrastructures existantes, l'acquisition des nouveaux équipements techniques, le renforcement des moyens de maintenance ainsi que la remise en service de certaines unités spécialisées. Nous avons rencontré ici lors de notre présentation nos papas qui sont ici depuis Monseigneur Luc Gion. Vous voyez ? Ils sont là, ils sont en train de travailler jusqu'aujourd'hui. Ils sont en train de travailler avec leurs enfants et leurs petits-enfants, ici. Cela veut dire que le peuple congolais qui travaille ici mérite cette attention du chef de l'État, du gouvernement, par le biais du FPI.
il est de notre devoir de veiller à ce que ce peuple qui croit au changement dans ce pays le vive effectivement ici à l'intendance générale aussi. À travers cette mission, le FPI poursuit sa politique d'évaluation de projets à fort impact socio-économique avec pour objectif accompagner durablement la modernisation des infrastructures universitaires publiques du pays. Un spot de l'inspection générale des finances IGF, il porte sur le contrôle systémique. Regardez. Aujourd'hui, plus que jamais, l'inspection générale des finances se dresse comme la meilleure ligne de défense des fonds et des biens publics en RDC. Fini le temps où l'on se contentait de réparer après les dégâts. Désormais, place au contrôle systémique. Le contrôle systémique, le nouveau mode de surveillance intelligent et permanent du flux financier public en RDC. Une nouvelle vision de son excellence, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, autour de la bonne gouvernance. Le système de collecte et de gestion des recettes de l'État et bien plus les nouvelles procédures de dépenses de fonds publics, un cheval de bataille de l'IGF. Il s'agit de la mise en place, en amont, d'un système de détection des défaillances avant la production des effets financiers négatifs. Le contrôle systémique sécurise la collecte, la gestion et l'utilisation des fonds de l'État. Un objectif clair, mettre un terme aux détournements causés par les failles du système et attaquer la corruption à sa racine. Gestionnaires publics, vous êtes les premiers acteurs de cette nouvelle ère de gouvernance. Le contrôle systémique vous accompagne, vous encadre et vous responsabilise. Plus de traçabilité, plus de transparence, plus de rigueur pour des finances publiques au service du développement. Le contrôle systémique de l'IGF, ce n'est pas une sanction, c'est une protection pour l'État, une sécurité pour les gestionnaires intègres et un espoir pour la nation. Désormais, en République démocratique du Congo, chaque franc public compte. Chaque décision de gestion engage l'avenir de toute une nation. Sur le marché d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo au vendredi 15 mai 2026 a affiché $1 américain à 2239,36 francs congolais, à 1 euro à 2623,13 francs congolais, un franc CFA à 3,99 francs congolais et un dirham, la monnaie des Émirats arabes unis, à 628,41 francs congolais. Au samedi 16 mai 2026, au parallèle cette fois-ci, le taux a varié entre 2250 et 2300 francs congolais les billets verts dans la majorité de communes de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, la devise américaine s'échangeait à 2100 francs congolais, 2300 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa, 2300 francs congolais sur l'avenue Lukusa-Chemer, double dans la commune de La Gombe. Auprès des opérateurs de télécommunications, le dollar américain revient à 2310 francs congolais, à Butembo, précisément dans le Nord Kivu, à Kikwiti, chef-lieu de la province du Kwilu, et à Mbandaka, dans l'Équateur. Le billet du pays de Donald Trump s'est négocié à 2200 francs congolais pour $1 américain. Même taux de 2200 francs congolais pour $1 américain observé dans les villes de Bwende dans la Chouapa, Lubumbashi dans le Haut-Katanga, Kolwezi dans le Lualaba ainsi que Guadeloupe dans la province du Nord Ubangi. Cependant, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays parmi les provinces contactées a été observé ce week-end à Mbujimai dans la province du Kasaï oriental, où $1 américain a valu 2250 francs congolais. On prend à présent les nouvelles de cours de principales matières premières sur le marché international. Les tensions persistantes dans le golfe Persique entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran font grimper le cours du pétrole sur le marché international, négocié à 104,16 $ le baril chez WTI, en hausse de 1,95%, et à 108,58 $ le baril chez Brent, augmentant de 1,87%
à la clôture de la semaine. Baisse par contre du cours du cuivre de 0,79%, vendu à 13 986 $ la tonne. Les prix du cobalt se situent entre 56 000 et 58 000 $ la tonne. Baisse de 2,20% du cours de l'or qui a valu 4 549,46 $ l'once. Côté principaux produits céréaliers, on a noté une hausse de 0,33% du cours du maïs, valant 458 $ la tonne, hausse également de 2,98% du cours du riz paddy, c'est-à-dire non décortiqué, négocié à 12,81 $ la tonne. Baisse de 4,71% du cours du blé qui a coûté 637 $ la tonne. Et enfin, le cours du cacao a chuté de 2,78% en se négociant à 4 189 $ la tonne, le tout à la clôture de la semaine qui vient de s'achever. Ainsi s'achève ce numéro du magazine Fiscalité et Développement, une production de la rédaction de l'agence Galaxy Media AGM. Merci de l'avoir suivi ici à Kinshasa et à Luanda, en République d'Angola. Excellente suite de programmes sur votre chaîne. Émission à suivre également sur notre chaîne YouTube Fiscalité et Développement.